Bonjour. Bonjour, est-ce que quelqu'un entend la réunion? Oui, on entend. D'accord. Bon, donc on patiente, c'est normal, je suis rassurée. Merci.
On peut le lancer. Il faut que je parte à 10h. D'accord. Tu as vu Maxence qui disait qu'il avait du mal à se connecter, mais je ne sais pas s'il a entre-temps il a réussi. Je vais m'envoyer le lien. Finalement, il n'est pas gros si parce que le débit de la voix ça bas, pour ne pas être forcément Ça dépend des personnes. Il y a des personnes, il y a des soit ça va, c'est peut-être mieux avec le micro. Non. Si, au moment de la fusion, c'est une fusion verticale. Si on estime que cette fusion risque d'éviter on interdire une fusion verticale. C'est rare. On a très peu de fusion horizontale. C'est long, c'est long. Ok. Bon, bien. Monsieur le Président, bonjour, merci à vous d'être là avec ma collègue du comité de pilotage Anne Perrault et avec un certain nombre de participants à distance, y compris journalistes. Vous savez, de toute façon, c'est des auditions en public. Vous avez déjà été auditionné par le groupe 5 des États généraux, donc inutile de vous présenter les États généraux. On a quelques questions complémentaires, j'espère pas redondantes, à vous poser. Notre sujet, vous savez, notre mandat, c'est de répondre à la problématique de la protection du droit à l'information à l'ère numérique. Le droit à l'information étant un droit d'accès, mais aussi une revendication en matière de fiabilité de l'information par les titulaires du droit à l'information, que sont l'ensemble des citoyens. C'est une notion qui forme de prolongement de la liberté de la presse, avec des questions relatives évidemment à la cohérence entre les règles générales de la concurrence et les règles spécifiques attachées à l'information. Il y a un certain nombre d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez commencer par un propos liminaire. On serait heureux de vous entendre. Et puis ensuite, on passera à l'ensemble des questions. Merci à vous en tout cas. Bonjour et merci de m'avoir invité à cet échange. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec le groupe 5 pour parler de régulation. Je suis accompagné de Jean Roner, qui est mon directeur de cabinet, qui est également chef du service des affaires européennes et internationales à l'autorité de la concurrence. Alors, l'autorité de la concurrence a une longue et ancienne pratique décisionnelle dans le secteur des médias en général, sous ces trois compétences, puisque, comme vous le savez sans doute, l'autorité de la concurrence a trois métiers principaux. Un métier de sanction des pratiques anticoncurrentielles, contentieux, donc d'instruction, de détection, d'instruction et de jugement sur les pratiques anticoncurrentielles dans tous les secteurs de l'économie, mais y compris dans le secteur des médias et de l'information. Une autre compétence qui est le contrôle des concentrations, j'ai bien entendu en reparler, parce que c'est une problématique importante dans le secteur des médias. Et une troisième compétence qui est une compétence consultative sous forme d'avis. Il y a eu par exemple en 2019 un avis sur l'audiovisuel, qui n'est qu'un aspect de ce qui vous intéresse, mais un aspect important, je pense, dont les analyses restent largement valides, même si le secteur a évidemment évolué depuis 2019. L'autorité de la concurrence travaille étroitement avec l'ARCOM sous forme de saisine réciproque. L'ARCOM a très régulièrement, enfin, donc le CSA avant l'ARCOM ont très régulièrement saisi l'autorité de la concurrence
de manière accessoire, par exemple, à des processus d'autorisation par le CSA ou par la COM. Par exemple, je pense par exemple en 2014 à une série d'avis sur le passage des chaînes à la TNT gratuite, où la décision devait être prise par le CSA, mais le CSA avait consulté l'autorité de la concurrence. Et c'est une pratique que nous poursuivons aujourd'hui. Et dans l'autre sens, l'autorité de la concurrence saisit l'ARCOM chaque fois qu'elle a à connaître d'un dossier qui a une dimension audiovisuelle. Par exemple, sur des grands dossiers de concentration, sur le dossier TF1-M6 sur lequel on reviendra sans doute, l'ARCOM avait été saisi formellement par l'autorité de la concurrence, et son avis est d'ailleurs très public. Ce qui est l'occasion d'ailleurs de dire que l'autorité de la concurrence a une compétence donc, universelle, c'est-à-dire qu'elle travaille sur tous les secteurs de l'économie. Elle travaille étroitement avec différents régulateurs sectoriels, dont l'ARCOM. Encore faut-il évidemment qu'il y ait un régulateur sectoriel. Donc dans l'audiovisuel, notre interlocuteur est clairement l'ARCOM, et puis l'ARCEP sur les aspects de diffusion. Dans le secteur de la presse, c'est évidemment plus compliqué. Ça peut être l'ARCEP également sur les questions de diffusion de la presse. Ça peut être directement le gouvernement sur certains autres aspects. Et de même, sur certains dossiers dont je vais parler dans une seconde, qui ont trait au copyright, je pense notamment au respect des droits voisins de la presse. Il n'y a pas de régulateur compétent. La loi n'a pas désigné de régulateur chargé de mettre en œuvre la loi sur les droits voisins. Et donc, notre interlocuteur a été principalement le ministère de la Culture. Alors, peut-être pour être un peu plus spécifique sur la manière dont nous voyons l'évolution de ces secteurs, peut-être une manière de résumer ça, c'est que les analyses puis l'intervention de l'autorité de la concurrence vise à assurer, comme dans les autres secteurs, le fonctionnement des mécanismes concurrentiels. Ce qui nous a amené au cours des dernières années à analyser et à intervenir sur des problématiques qui sont liées soit aux évolutions à l'intérieur du secteur, et notamment au mouvement de concentration dans le secteur, qu'il s'agisse aussi bien de la presse que de l'audiovisuel, mais également à la manière dont le secteur est, dont l'équilibre économique du secteur est challengé par des évolutions extérieures au secteur, et notamment par les activités des grandes plateformes numériques. Il y a cet aspect interne et puis cet aspect externe, si vous voulez. Alors, en matière de sanctions des pratiques anticoncurrentielles, l'intervention de l'autorité a été historiquement liée à des pratiques qui pouvaient être qualifiées d'abus de position dominante dans certains de ces secteurs, notamment dans la distribution des chaînes de la TNT. Donc ça c'est souvent sur plainte d'un acteur du secteur. Donc par exemple, l'autorité a instruit des plaintes de Canal+ contre TF1, de M6 contre TF1, de Molotov contre TF1 et M6, à chaque fois d'ailleurs en sollicitant l'avis de l'ARCOM, sous l'angle de pratiques d'abus de position dominante. Alors souvent d'ailleurs l'autorité rend des non-lieux. Dans un certain nombre d'affaires, l'autorité a considéré que l'abus de position dominante n'était pas constitué. Dans le domaine du contrôle des concentrations, il y a également une pratique décisionnelle ancienne de l'autorité de la concurrence, notamment dans le secteur de la presse, avec par exemple en 2019 l'autorisation de l'acquisition de Reworld par Mondadori, qui avait donné lieu, et j'en parle parce qu'il y a un aspect qui est, je crois, assez structurant dans notre analyse, qui avait donné lieu à des engagements, à des remèdes, et notamment à la cession d'Automoto. Pourquoi la cession d'Automoto? Parce que l'autorité de la concurrence s'était attachée notamment à la diversité au maintien de la diversité de l'offre dans le secteur de la presse, et avait considéré que le nouveau groupe ne pouvait pas détenir deux magazines dans le secteur des sports automobiles. Alors, ce n'est pas de l'information,
mais ça vous montre que l'autorité de la concurrence est attentive à la diversité de l'offre, aussi bien dans le secteur de la presse que dans le secteur audiovisuel, en tant que paramètre de concurrence. Et d'une manière qui est complémentaire de l'angle qui est pris par l'ARCOM. L'ARCOM s'attache à la pluralité et nous attachons à la diversité. Ça peut apparaître un peu une distinction un peu ésotérique, mais ça ne l'est pas, parce que la diversité est à part entière un paramètre de concurrence important pour les lecteurs ou pour les téléspectateurs. Et dans tous les grands dossiers de concentration examinés par l'autorité, cet aspect de diversité de l'offre d'information ou de l'offre audiovisuelle a été important. Donc j'ai mentionné ces décisions dans le secteur de la presse. Il y a eu d'autres décisions dans le secteur de la presse, notamment dans le secteur de la presse quotidienne régionale, avec par exemple le rapprochement du Midi Libre et de la Dépêche du Midi, ou parmi les remèdes qui avaient été proposés par les acteurs, il y avait eu le maintien de rédactions spécifiques au niveau local. De la même manière, quand l'Est républicain a été racheté par le Crédit Mutuel. Donc ça, c'est la diversité, si vous voulez, régionale dans le secteur de la presse. Lorsque nous avons examiné l'opération TF1 M6 l'an dernier, il y avait différentes dimensions dont on peut parler si vous le souhaitez, mais la diversité de l'offre était une des dimensions. Donc par exemple le fait que les films acquis par l'une ou l'autre des chaînes auraient pu circuler dans un ensemble plus large, constitué par les deux chaînes, et que ça aurait pu, sous certains scénarios, être défavorable à la diversité des achats de films par le groupe. C'est un point qui avait été soulevé lorsque nous avons fait notre test de marché par les acteurs de la production cinématographique, en l'occurrence, et auquel nous étions attentifs. Dans l'instruction qui est, alors le hasard du calendrier fait que la décision va être rendue dans les prochains jours, donc je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais nous sommes en train de terminer l'instruction du rachat de l'OCS par Canal+, et la diversité, le maintien de la diversité de la production de films français, de films EOF, est évidemment un aspect très important de cette analyse. Donc là, on ne parle pas non plus d'information, mais c'est pour dire que si à l'avenir, les dossiers de concentration dans le domaine de l'information, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, revenaient à l'autorité de la concurrence, c'est une dimension qui sera importante pour nous et sur laquelle on se concertera avec l'ARCOM qui aura son propre angle de réflexion. En matière de contrôle des concentrations, comme vous le savez, il y a deux procédures parallèles, une à l'ARCOM et une à l'autorité de la concurrence, dans le secteur des médias. Donc l'une au titre du droit de la concurrence, du code du commerce, et l'une au titre de la loi 86. Pour résumer et simplifier notre discussion, je peux vous dire qu'on partage très largement les conclusions du rapport de l'inspection générale l'an dernier sur les concentrations dans les médias et sur le fait que nous ne pourrions que bénéficier d'une mise d'un toilettage de la loi 86 pour refléter la situation actuelle du secteur. L'autorité de la concurrence n'aurait aucun inconvénient à ce qu'il y ait une procédure de concentration à la main de l'ARCOM, encore complémentaire de celle de l'autorité de la concurrence, mais sur les aspects notamment de pluralité dans les médias. Et on travaille suffisamment bien avec l'ARCOM pour ne pas s'inquiéter de cette perspective. Peut-être un dernier point, c'est sur l'équilibre économique du secteur. Donc, l'équilibre économique aussi bien de l'audiovisuel que de la presse dépend évidemment largement de la publicité. L'équilibre économique du secteur publicitaire a été complètement bouleversé par l'évolution la montée en puissance des grandes plateformes numériques, avec des phénomènes qui sont notables et souvent préoccupants du point de vue de la concurrence, de captation de la valeur publicitaire par des acteurs qui ont des pratiques qui peuvent être condamnées, qui ont été condamnées en France ou dans d'autres pays par le droit de la concurrence, donc des pratiques notamment
de constitution de barrières à l'entrée, d'exclusion des autres acteurs, qui conduisent économiquement à la captation de la valeur publicitaire par ces grandes plateformes au détriment d'autres acteurs. Donc l'autorité de la concurrence a une longue tradition d'intervention dans le secteur de la tech, hein, donc de la publicité sur les plateformes numériques, avec des décisions qui visent Google, qui ont visé l'État, soit sous forme de sanctions, soit sous forme d'engagement. On a travaillé étroitement avec la Commission européenne sur sa décision, qui est la décision encore, mais il y a une notification de grief qui a été envoyée par la Commission à Google. L'autorité de la concurrence avait même détaché un rapporteur de l'autorité pour aider la Commission à préparer cette décision. Donc on essaie de bien articuler l'échelon national et l'échelon européen. On en parle également étroitement avec les autres autorités européennes, notamment l'autorité allemande, l'autorité espagnole, etc. Et on a particulièrement investi depuis 2019 dans le domaine de la protection des droits voisins de la presse. Donc, je voudrais juste terminer sur ce dossier qui est pour nous important, avec une séquence qui a conduit, peut-être comme vous, pour rappeler le contexte historique, à la transposition en 2019 de la nouvelle directive sur les droits voisins, donc qui crée un concept de droit voisin. Qui peut être un droit voisin direct ou indirect, c'est-à-dire un droit voisin lié à l'affichage d'un article sur un moteur de recherche, mais également un droit voisin indirect qui est lié à des flux de revenus pour la plateforme, pour le moteur de recherche, lié à la présence de l'internaute qui a été attiré sur le moteur de recherche par la présence de l'article de presse. Donc il y a des droits directs et des droits indirects. Il s'est trouvé que en 2019, Google avait décidé de ne pas rémunérer ses droits voisins. Donc, il y a eu l'autorité de la concurrence a été saisie. Il y a eu une injonction à Google de négocier de bonne foi et de manière non discriminatoire avec les éditeurs et agences de presse, injonction qui n'a pas été respectée. Il y a eu une sanction en 2021 de Google, donc de 500 millions d'euros pour non-respect des injonctions. Et Google est revenu en 2022 avec des engagements qui, après une longue discussion, ont été acceptés par l'autorité de la concurrence et qui créent un cadre de négociation entre Google et les éditeurs et agences de presse, avec un champ qui est large, qui est celui de la loi sur les droits voisins, celui du code de la propriété intellectuelle, qui inclut non seulement les articles de presse, mais aussi des éléments vidéo, les images, si elles sont taguées de manière adéquate, et qui couvre la définition des agences de presse et éditeurs de presse au sens du droit français, sous l'autorité d'un mandataire indépendant, avec une grande nouveauté, et je crois qu'on est le seul pays au monde où Google a accepté ça, qui est que Google a accepté dans ses engagements, qui ont été rendus obligatoires par l'autorité de la concurrence, Google a accepté de s'en remettre à la décision de ce mandataire pour, notamment, sur le type d'information qui est nécessaire aux éditeurs et agences de presse pour valoriser les droits voisins. Il y avait auparavant souvent des réponses un peu dilatoires consistant à dire que cette information n'existe pas ou bien elle serait très difficile à obtenir, etc. Donc là, maintenant, on a un cadre qui est très clair où le mandataire décide si la demande de l'éditeur de presse est justifiée, et si elle est justifiée, il peut imposer à Google de partager l'information. Alors, l'autorité de la concurrence ne se prononce pas sur le prix, sur la valeur de la mise en ligne des articles, car nous ne sommes pas un régulateur. Donc, notre intervention, c'est limitée à rétablir l'équité concurrentielle, pour rétablir redonner du pouvoir de négociation aux éditeurs et aux agences de presse pour qu'ils puissent lutter à armes égales, ou négocier à armes égales avec Google. Nous n'avons pas, l'autorité de la concurrence n'est pas rentrée dans une logique de régulation par les prix sur ce marché, qui, selon nous, relèverait d'un régulateur sectoriel. Donc, je pense qu'il y a deux questions qui se posent aujourd'hui sur ce dossier. On a un cadre qui est, je crois, en avance en Europe, et qui redonne du pouvoir de négociation aux éditeurs, aux agences de presse. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est d'être sûr que ces engagements sont mis en œuvre.
on est très attentif à surveiller la mise en œuvre de ces engagements. Et d'autre part, peut-être, il est peut-être un peu trop tôt, mais à un moment, quand on aura du recul sur ce dispositif, la question se posera de savoir s'il faut réviser soit la directive, soit la loi française sur les droits voisins, d'une manière qui pourrait être plus précise et qui pourrait, par exemple, encadrer de manière plus précise le prix, la valeur donnée par les moteurs de recherche aux articles de presse. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt, que c'est une question qui est légitime et c'est pas l'autorité de la concurrence de le faire. Dans ce cas-là, il faudra que l'État reprenne le dossier et que soit lui-même, soit en confiant ça à une autorité de régulation, décide d'avoir un cadre de régulation par les prix plus précis. Il est peut-être trop tôt pour avoir cette discussion, mais je voulais quand même voilà, inscrire la discussion dans une perspective un peu plus longue. Voilà, je pense que je vais m'arrêter. Tu veux, je t'en prie, vas-y, c'est pas les spécialistes. Merci beaucoup, Benoît. Alors, moi, j'ai toute une série de questions. La première tient au cadre dans lequel s'exerce le contrôle des concentrations dans les médias. Il y a plusieurs sujets. C'est un sujet très dense et touffu. Il y a la première question qui est une de celles qu'on doit se poser, qui est de savoir si on doit revoir les textes qui encadrent le contrôle des concentrations, et notamment l'articulation entre le contrôle sectoriel mis en œuvre par l'ARCOM et celui mis en œuvre par l'autorité de la concurrence. Donc, il y a plusieurs manières pour cette question. La première, ce serait de dire qu'il faut revoir les textes parce que, à l'heure de la convergence entre les médias de presse qui font de plus en plus de vidéos en ligne et à l'heure où, disons, tous les médias, finalement, se font concurrence par des formats qui sont très voisins. La presse fait concurrence à la télévision en proposant des vidéos, etc. La loi de 86 n'a plus vraiment de raison d'être. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'objet à réguler, ce n'est pas tellement l'objet sectoriel. Combien de titres de presse, combien de combien de chaînes de télévision un acteur peut détenir, mais quelles sont les sources de production de l'information et est-ce que ce n'est pas ces sources de l'information qu'il faut réguler plutôt en termes de contrôle des concentrations plutôt que de différencier par canaux, disons. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sans changer le droit tel qu'il existe, puisque finalement, il y a des opinions assez différentes à ce sujet. On a entendu hier des points de vue qui disaient qu'il n'y a pas besoin de changer les textes, il faut peut-être changer la manière de les mettre en œuvre. C'est vrai que, par exemple, dans la fusion TF1-M6, on voit bien qu'il y avait une divergence entre l'ARCOM et l'autorité de la concurrence, même si on n'a pas pu voir finalement quelle décision aurait pris l'autorité, puisque cette affaire n'a pas été jusqu'à son terme, puisque ce sont les partis qui ont retiré la concentration. Mais il y avait quand même la manière d'apprécier si oui ou non TF1 et M6 étaient concurrencés sur le marché publicitaire par les plateformes qui prennent une grosse part de ressources du marché publicitaire. Et sur cette question, on voit bien que l'ARCOM d'un côté, l'autorité de l'autre, n'avait pas l'air d'avoir exactement la même vision des choses. Alors je sais bien que cette vision, elle s'appuie sur des analyses économiques et empiriques on peut discuter, mais enfin qui fondent de manière scientifique, même si je vais désigner à ce terme l'opinion de l'autorité. Est-ce que c'est finalement une manière d'apprécier les choses qui a différencié les positions de la DLC et de l'ARCOM, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, bref, donc il y a une question sur l'articulation du droit sectoriel et du droit de la concurrence, il y a une question sur est-ce que la révision des textes est nécessaire, et il y a une question sur est-ce que l'autorité de la concurrence est suffisamment projetée dans le futur lorsqu'elle a estimé les effets sur le marché publicitaire de cette concentration. Ensuite, il y a une question sur est-ce que finalement l'approche assez novatrice que vous avez adoptée en matière de droit voisin et que vous venez de rappeler pourrait se transposer d'une manière ou d'une autre, et est-ce qu'il y a des obstacles techniques pour ça, au contenu produit par l'intelligence artificielle, puisque une des grosses inquiétudes des médias, c'est évidemment que les contenus qu'ils produisent avec des équipes de rédaction, des journalistes qui sont supposés
avoir un certain niveau de qualité dans la production de l'information. Si ces contenus sont utilisés sans autre forme de procès par l'intelligence artificielle, il y a un problème de rémunération des sources des contenus. Donc, est-ce que vous estimez que la mise en œuvre de procédures finalement analogues à celles des droits voisins quand il s'agit de rémunérer l'utilisation de ces contenus par des plateformes comme Google News par exemple, est-ce que ça pourrait servir de modèle à la mise en œuvre de la rémunération des contenus par l'intelligence artificielle? Alors, merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de t'en oublier aucune. Donc, sur peut-être en partant du cadre général de contrôle des concentrations, je crois qu'effectivement, mais là je m'avance avec prudence parce que je suis sur le terrain de l'ARCOM, donc la réponse de Rob-Olivier Mestre à cette même question sera plus éclairée, je pense. Mais il me semble qu'il y a effectivement matière à toiletter la loi 86 pour prendre en compte les évolutions matérielles, factuelles du secteur, qui est plus du tout le même qu'en 1986. Je pense à des obligations, à des règles comme les règles de détention du capital, hein, qui peuvent être régionalisées des acteurs français ou européens, inutilement, ou à des règles qui ne prennent pas en compte l'émergence des plateformes OTT. Par exemple, les règles de cumul entre la détention de chaînes de télévision, d'organes de presse, etc., qui aujourd'hui ne s'appliquent pas aux opérateurs OTT. Donc là, ça crée des inégalités de traitement qui n'existaient pas en 1986. Et je pense enfin peut-être à une approche qui est quand même très centrée dans le domaine télévisuel, qui est très centrée sur les chaînes de la TNT. Enfin, c'est lié au point précédent. Aujourd'hui, la distribution des chaînes, évidemment, ne se fait pas exclusivement et peut-être de moins en moins sur la TNT. Et les limites numériques, par exemple, au nombre de chaînes de TNT possédées, étaient importantes quand la TNT était le vecteur structurant de distribution de la télévision, mais ça l'est moins aujourd'hui. Voilà. Donc, là, il y a sans doute matière à moderniser, disons, la loi 86, hein, sans en changer les principes. En termes de procédure, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une bonne complémentarité entre la procédure de contrôle des concentrations au sens du droit de la concurrence et la procédure sectorielle. J'ai pas en tête de cas de conflit avec l'ARCOM. Donc, le cas TF1 M6 a montré effectivement des angles différents pris par l'ARCOM et par l'autorité de la concurrence, mais les mandats des deux institutions sont différents. Donc, ce qui compte, à mon avis, si on doit revoir ce cadre de contrôle des concentrations, c'est de bien clarifier quels sont les mandats de chacun, et pour ne pas créer de confusion. Donc, le mandat de l'ARCOM, c'est d'assurer, disons, la pluralité de l'offre dans les médias. Le mandat de l'autorité de la concurrence, c'est d'assurer le bon fonctionnement concurrentiel du marché dans un contexte où les différents marchés sont imbriqués. Et c'est pour ça qu'il est important que l'autorité de la concurrence intervienne en tant qu'autorité universelle, parce qu'il y a de plus en plus d'effets lors des opérations de concentration entre grands groupes qui sont des effets dits congloméraux, c'est-à-dire le fait qu'un groupe peut utiliser sa présence sur un marché pour renforcer sa position sur un autre marché. Il y a des effets de levier d'un marché sur l'autre. Et ces marchés ne sont pas tous des marchés audiovisuels. Le marché de la publicité n'est pas seulement un marché audiovisuel. Les grands groupes dont on parle peuvent être actifs, peuvent avoir d'autres activités qui ne sont pas des activités d'information, qui ne sont même pas nécessairement des activités audiovisuelles. Et l'autorité de la concurrence est la seule autorité qui peut regarder les interactions de ces différents marchés dans leur globalité. On peut penser à des cas où des grands groupes qui ne sont pas principalement des groupes audiovisuels, mais qui sont plutôt des groupes industriels, par exemple, vous allez acquérir un journal ou une chaîne de télévision. C'est arrivé dans le passé, ça peut arriver dans le futur. À ce moment-là, l'autorité de la concurrence regardera l'opération dans sa globalité à travers les différents marchés. Donc il faut que les objectifs de chacun soient clairs. Et par ailleurs, il faut bien assurer la cohérence de ces questions au niveau européen,
puisque l'autorité de la concurrence travaille, je l'ai dit, étroitement avec la Commission européenne, et les règles d'aiguillage des dossiers entre le niveau national et le niveau européen font que, en fonction de la taille des entreprises et en fonction du nombre de pays dans lesquels elles sont actives, le dossier pourrait être traité indifféremment par l'autorité de la concurrence ou par la Commission européenne. Et là, il faut évidemment assurer la cohérence du traitement. Donc, ce que nous faisons s'inscrit dans un ensemble de règles qui est un ensemble de règles européennes. Alors, on peut parler longuement de TF1 et de M6 si vous voulez. D'abord, c'est vrai que l'opération a été retirée, le dossier a été retiré, mais je crois que la position de l'autorité de la concurrence était claire. On l'a dit clairement lorsque le dossier a été retiré. On voyait à cette opération des risques concurrentiels importants, particulièrement sur le marché de la publicité, mais pas seulement. Et d'ailleurs, vous avez mentionné l'avis de l'ARCOM, on a également eu un avis de l'ARCEP qui s'inquiétait des conséquences de l'opération en aval, dans la distribution en termes qui s'inquiétait du pouvoir de marché, du pouvoir de négociation qu'aurait le nouvel ensemble en matière de distribution des chaînes, d'autant que le groupe Bouygues avait dit par ailleurs un fournisseur d'accès à Internet. Ça fait aussi partie des aspects qui auraient pu sans doute trouver des solutions, mais qui étaient a priori préoccupants. Et également, il y avait les questions, alors la plus en amont, de pouvoir de marché du nouvel ensemble dans l'acquisition des programmes, des films français dans une certaine mesure, et également des programmes de divertissement, par exemple, où les deux groupes sont des acteurs importants, avec des programmes d'ailleurs de nature différente. Donc tout ça a été étudié. La préoccupation principale était sur le marché de la publicité, ce qui m'amène à la question sur le défaut d'anticipation qui a souvent été reproché à l'autorité de la concurrence dans ce dossier. La question qui se posait était de savoir si la publicité sur la télévision gratuite était substituable à de la publicité sur des réseaux sociaux, d'une part, soit en search, soit en display, donc soit de type Google, soit de type YouTube, pour dire les choses de manière plus concrète, et d'autre part, si elle était substituable à de la publicité qui est en train d'émerger sur les plateformes de vidéo à la demande, et notamment sur Netflix, Amazon et Disney. Bon, l'autorité de la concurrence a conclu, mais après avoir consulté le marché, donc on a fait des études économétriques et d'ailleurs les parties concernées avaient également leurs propres études. Ça a été un élément important, mais on a également fait un test de marché. Donc on est allé demander aux acteurs, particulièrement aux régies publicitaires et aux annonceurs, aux grandes entreprises françaises et internationales qui font de la publicité à la télé, ce qu'il en était, et la conclusion était claire. La publicité sur la télévision gratuite aux heures de grande écoute, donc typiquement avant ou après le journal du soir, par exemple, donc les écrans puissants, comme on dit dans cette industrie, reste spécifique un instrument spécifique de la télévision publique, de la télévision, gratuite, qu'elle soit privée ou publique, s'il y en a moins sur la télévision publique, et ne peut pas être remplacé par de la publicité sur les réseaux sociaux, parce que la publicité n'est pas du même type, les formats ne sont pas les mêmes, la durée n'est pas la même, et parce que surtout les réseaux sociaux sont fragmentés, chacun regarde son propre programme, et la capacité fédératrice, c'est-à-dire de rassembler plusieurs millions de téléspectateurs à un instant donné dans le temps autour du même programme, est quelque chose qui est spécifique à ces écrans puissants. Alors, certes, au moment de l'instruction de la fusion TF1-M6, on a vu les premiers signes d'apparition de la publicité sur des plateformes de VOD comme Netflix, avec une offre moins chère, avec de la publicité, qui à l'époque d'ailleurs n'était pas encore déployée, mais qui l'a été depuis. Et des incursions, disons, d'Amazon
sur des terrains qui ressemblent plus à la télévision grand public, par exemple autour des grands événements sportifs. Hein. On pense à Roland-Garros ou au match de la Ligue 1. Donc, ce sont des évolutions qui sont importantes, qui n'existaient pas, par exemple, en 2019, lorsqu'on a publié notre avis sur le visuel, mais ça reste quantitativement limité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec le recul, hein, on est en janvier 2024, on n'a pas eu de déploiement accéléré de la publicité sur Netflix, sur Amazon et encore moins sur Disney. Donc, à l'horizon qui était le nôtre pour l'analyse de cette opération, qui était l'horizon d'une opération de concentration, c'est typiquement 2-3 ans. On peut aller un peu plus loin, mais il y a tellement d'autres paramètres dans le secteur qui vont changer que l'horizon pertinent ne peut pas être 15 ans, c'est 2, 3, 4 ans. Et à cet horizon-là, la conclusion était que le marché de la publicité sur la télévision gratuite resterait un marché important. Et sur ce marché, je termine là-dessus, c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, le nouveau groupe TF1-M6 aurait eu une part de marché extrêmement importante. Et donc aurait eu la capacité d'augmenter significativement les prix. Et d'ailleurs, c'était reconnu par les acteurs eux-mêmes lorsqu'ils présentaient leur projet. Sur l'IA et les droits voisins. Alors, l'IA et les droits voisins, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut être très prudent dans la réponse parce que on parle beaucoup d'IA et la communauté de la concurrence regarde de très près ce qui se passe dans le secteur de l'IA et les cas d'usage ne sont pas encore quand même très clairs. Donc, on ne parle pas d'une industrie dont le fonctionnement est encore très bien connu. Hein, les cas d'usage sont encore en train d'évoluer. Mais à l'inverse, on ne veut pas se retrouver face à l'IA, ce qu'on a vu face à la tech, par exemple, au moteur de recherche, c'est-à-dire intervenir quand les positions dominantes sont déjà constituées. Là, on a l'occasion d'accompagner le développement d'un marché. Je dis accompagner parce qu'il n'est pas question d'avoir une approche punitive. Hein. Tout ça peut apporter d'énormes gains d'efficacité aux entreprises et aux téléspectateurs, aux consommateurs, aux lecteurs. Mais il faut le faire d'une manière qui préserve l'innovation et qui préserve la diversité dans le secteur. Je pense que l'objectif de l'autorité de concurrence, c'est de faire en sorte que ces technologies nouvelles ne soient pas, dans 5 ans, dominées par 2 ou 3 acteurs au niveau mondial. Ce qu'on a malheureusement vu dans d'autres secteurs parce qu'on n'est pas intervenu assez tôt. Donc il faut intervenir rapidement. Mais en étant quand même prudent sur le plan analytique, parce qu'on sait que le secteur est en pleine évolution. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a différents angles d'attaque du point de vue de la concurrence. Il y a la question de la chaîne de valeur de la production d'intelligence artificielle, aussi bien en amont qu'en aval. Donc, en amont, l'accès aux données et l'accès à la technologie qui permet de fournir des systèmes d'intelligence artificielle. Là, je pense aux services de cloud et je pense aux cartes graphiques. Donc, sur ce plan-là, par exemple, l'autorité de la concurrence est déjà intervenue puisque c'est une information publique et il y a eu des opérations de visite et saisie chez un grand acteur de la carte graphique. Donc, il y a des pratiques qui sont examinées par le service d'instruction. Je ne conclue pas parce qu'on est au stade de l'instruction. Et sur le cloud, on a, comme vous le savez, publié avant l'été un avis très détaillé sur les secteurs du cloud qui va nous servir également à étudier les interactions entre services de cloud et services d'intelligence artificielle. Et puis en aval, il y a des questions de distribution des services d'intelligence artificielle aux entreprises ou aux particuliers qui vont poser des questions qui sont en réalité assez bien connues, malheureusement, j'allais dire, qui sont des questions notamment de vente liée, hein, de tying ou de bundling. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut accepter que des grands acteurs qui ont déjà des positions fortes dans, par exemple, les logiciels coopératifs ou les logiciels bureautiques, injectent des plugins d'intelligence artificielle dans ces services? Et dans quelle mesure est-ce que c'est de l'intégration verticale, disons, fertile, parce que ça va permettre d'améliorer le service à l'utilisateur, ou dans quelle mesure, à l'inverse, ça serait de la vente liée qui interdirait l'entrée de nouveaux acteurs. C'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres domaines, qui est regardé par la Commission européenne en ce moment, s'agissant de Microsoft et de
Teams notamment. Il est assez naturel que les autorités de la concurrence se penchent rapidement sur la manière dont l'intelligence artificielle va être utilisée dans ce cadre-là. Alors, est-ce qu'il faut un cadre, est-ce qu'il faut un concept de droit voisin pour l'intelligence artificielle? Je ne sais pas répondre aujourd'hui à votre question parce que ça va dépendre du paysage réglementaire qui sera issu de la combinaison de la directive copyright, qui prévoit déjà des possibilités d'utiliser des données, dans certains cas, d'utiliser des données pour entraîner des algorithmes, et du texte sur l'intelligence artificielle qui en est au stade du trilogue, mais on voit bien en lisant la presse qu'il y a encore une discussion politique autour de ce texte. Donc voilà, dont je ne sais pas. Donc il faut voir ce que la combinaison de ces textes va dire sur l'utilisation des données sous copyright par l'intelligence artificielle. S'il y a un trou dans la raquette, à ce moment-là, effectivement, les instruments de droit de la concurrence peuvent être utilisés et pourront être utilisés d'une manière comparable à la manière dont ils ont été utilisés pour les droits voisins. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça sera nécessaire ou pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaiteraient, je vais en poser une d'abord, puis ensuite laisser la parole à ceux qui sont à distance, rapporteur général Maxence Pango-Berthelot, rapporteur, évidemment membre des groupes de travail. Moi, j'ai une question, alors beaucoup moins technique. J'ai beaucoup de questions techniques à vous poser, mais je voudrais partir d'une question vraiment très, très générale, et en repartant du droit à l'information, et qui suppose que nos concitoyens aient, et c'est ainsi que leur droit à l'information serait garanti, accès, reçoivent une information la plus libre, la plus indépendante, la plus pluraliste et la plus fiable possible. À la lumière de vos fonctions, votre fonction actuelle, mais en tant que citoyen, est-ce que vous pouvez nous aider à décider des grandes lignes directrices, des évolutions nécessaires en termes de réglementation, de régulation, de politique publique plus généralement, pour favoriser l'indépendance, le pluralisme, la fiabilité des informations, dans un contexte avec un changement radical, disruption d'abord de la distribution avec les réseaux sociaux, le Web 2, une disruption maintenant de la production de l'information avec l'intelligence artificielle, bref, des bouleversements majeurs. Comment adapter la réponse à ces changements de l'espace informationnel, et particulièrement dans un contexte où l'un des sujets d'attention particulière des concitoyens, de nos concitoyens, c'est le sentiment que, notamment, les journalistes ne sont pas indépendants de l'argent. Et les sondages sont constants sur cette question, et avec une préoccupation particulière vis-à-vis des concentrations verticales dans notre pays. Là, en dehors d'aspect technique, comment vous deviez faire quelques lignes directrices, comment vous le dessineriez? Bon, je sais, je ne vais pas vous aider beaucoup parce que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour répondre à ces deux questions. Vous avez un champ beaucoup plus vaste. Moi, je regarde ça sous un angle très particulier qui est celui de la concurrence. Mais là, il me semble que l'historique des réflexions et des décisions de l'autorité de la concurrence dans ces domaines conduit à un principe que je peux résumer très simplement, qui est un principe de neutralité technologique. C'est-à-dire qu'il faut que les règles qui ont été conçues pour des journaux imprimés sur du papier et distribués dans des kiosques, ou pour des journaux télévisés vus par des téléspectateurs sur leurs écrans télé et particulièrement sur la TNT, il faut que ces principes soient valables en ligne, ne dépendent pas de la nature des acteurs, s'applique également à des grandes plateformes quand elles ont les mêmes activités, ou à des grands conglomérats quand ils ont ces activités, et ne dépendent pas de la technologie. On a fait, je crois, un très grand pas dans cette direction. Alors, on peut critiquer certains aspects, mais je pense qu'on a fait un très grand progrès dans cette direction avec le DMA et le DSA, donc avec les règlements européens sur les marchés numériques et sur les services numériques. Donc le DSA sur les contenus,
et le DMA sur les structures économiques. La loi de 86 c'est un peu, du coup, apparaît un peu comme un peu datée par rapport à ces évolutions qui sont incarnées par le DMA et par le DSA. C'est pour ça qu'il me semble que en termes de réflexion réglementaire, la priorité est quand même de réfléchir aux adaptations nécessaires de la loi de 86. Ensuite, il faut aussi s'assurer que le DMA, le DSA et le nouveau texte sur les médias quand il sera décidé, soit appliqué d'une manière qui soit utile. Je le dis parce que ce sont des textes très ambitieux, très vastes. La Commission européenne, qui est chargée de leur application, a très peu de ressources pour les appliquer. On demande beaucoup d'autres choses à la Commission européenne en ce moment, en matière de politique industrielle, de dépenses commerciales, de subventions électorales, etc. Et donc, un grand enjeu de la prochaine mandature européenne pour la Commission et pour le Parlement, ça sera d'une part s'assurer que ces textes sont effectivement mis en œuvre. Et je le dis parce que c'est pas évident, compte tenu de leur ambition et du peu de ressources affectées à leur mise en œuvre, et du pouvoir économique des acteurs qui sont régulés. Et il faut réfléchir, il faut rapidement se demander si ces textes doivent être des textes vivants qui doivent évoluer rapidement en fonction de l'évolution des technologies et des acteurs, ou si on préfère se centrer sur l'application effective de ces textes tels qu'ils sont aujourd'hui, quitte à traiter les nouveaux acteurs ou les nouvelles pratiques par des textes nationaux ou par le droit de la concurrence, qui est d'une certaine manière ce qu'on a fait sur les droits voisins. Les droits voisins auraient pu entièrement être traités par une régulation sectorielle détaillée en matière de rémunération des articles de presse. Ça n'a pas été le choix. On a utilisé un autre instrument qui est le droit de la concurrence. Il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir le faire, particulièrement parce qu'il y avait un acteur en position dominante qui était Google et son moteur de recherche. Donc, je ne veux pas la position dominante n'est pas contestée. Ça ne sera pas forcément possible dans d'autres domaines. Donc, pour mettre en œuvre ce principe ce que j'appellerais un principe de neutralité technologique et de neutralité en fonction des acteurs, il y a une question stratégique qui, je crois, vous est posée, qui est de savoir si il vaut mieux le faire est-ce qu'il faut investir dans ces textes européens que sont le DMA, le DSA et le règlement sur les médias et en faire les instruments principaux d'application, ou est-ce qu'il faut développer du droit national notamment pour gérer tous les trous dans la raquette qui vont être laissés par le DMA et par le DSA. Et je n'ai pas la réponse à cette question, et je crois qu'il faut la trancher assez vite, puisqu'on est en début de mandature européenne. Et s'agissant, pour prolonger sur la question de la pluralité, de la diversité, et dont on parlait de neutralité technologique, alors quid de cette neutralité, de cette diversité, de cette pluralité, de cette diversité, s'agissant des grandes plateformes numériques, et comment que peut être le pluralisme, la diversité appliquée aux plateformes technologiques dans un contexte de difficulté à avancer sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que vos homologues américains peuvent aider à trouver des solutions? Enfin, quelle est la voie de passage de la France, d'Europe, sur ces questions-là? Alors, je ne pense pas que nos homologues américains nous aideront. On travaille très bien avec eux et l'administration actuelle américaine, qui peut changer, en matière de plateforme, enfin, vis-à-vis des plateformes numériques et particulièrement en matière de concurrence, une philosophie qui est très proche de la nôtre. Et donc, s'il n'y a pas de DMA ou de DSA américain, c'est parce que s'il n'y a pas de DMA américain, c'est parce que le Congrès n'est pas vraiment capable de voter des lois en ce moment. Mais si ça ne tenait qu'à l'administration, c'est-à-dire la Federal Trade Commission et le DOJ, ça s'est fait. Et il y aurait un texte qui serait assez proche du DMA. Donc il y a une grande communauté de vues sur les aspects économiques. Sur les aspects de contenu, il me semble en revanche que la Constitution américaine est écrite de manière très différente de la nôtre et des traités européens. Et donc une approche très relativement intrusive qui est celle du DSA, qui est en matière de contenu, me paraît pas réaliste aux États-Unis. Donc là-dessus, je ne vois pas de convergence possible entre les États-Unis et l'Europe.
Après, c'est une question, comme je le disais, c'est une question vraiment de mise en œuvre et de courage des autorités américaines pour mettre en œuvre ces textes qui sont déjà contestés par les grandes plateformes. Donc maintenant, il faut les mettre en œuvre, il faut sanctionner quand les textes ne sont pas respectés. C'est ça la feuille de route de la Commission pour les 6 mois qui viennent. Est-ce que parmi celles et ceux qui sont à distance, je vais poser une question. Aurore. Oui, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'avais une précision sur les derniers chiffres disponibles sur les marchés publicitaires dont vous parliez tout à l'heure, et puis évidemment une question. Aujourd'hui, vous le disiez très justement, la santé des médias et la pluralité des médias reposent à la fois sur le pilier des revenus issus des abonnés, hein, quand on parle de la presse en particulier, et évidemment des marchés publicitaires qui sont très structurants de l'avenir des médias. Quand on regarde le marché publicitaire digital, depuis 10 ans, force est de constater qu'il a capté l'intégralité de la croissance du marché publicitaire. C'est un marché aujourd'hui à 9 milliards en 2023. Quand on regarde de plus près, on voit que simplement 3% de ce marché publicitaire est aujourd'hui capté par les grands sites d'information, alors que les audiences de ces mêmes sites d'information n'ont jamais été aussi puissantes, avec plus de 30 millions de visiteurs uniques. Donc ma question est la suivante. Dans la mesure où on voit une baisse constante des revenus issus du digital, qui sont pourtant le relais de croissance des grands médias, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'agir à la source de manière à rééquilibrer les revenus et les investissements, c'est-à-dire agir sur les entreprises qui sont, elles, les donneurs d'ordre de ces stratégies publicitaires et qui finalement, au fond, aujourd'hui, financent les GAFA dans leur totalité? Merci de cette question qui est très importante parce qu'elle nous renvoie finalement à la question de la chaîne de valeur dans cette industrie et de la manière dont on peut préserver le rôle de la publicité pour financer l'information. Je ne suis pas sûr que le levier d'action soit au niveau des annonceurs. Les annonceurs, ils font leur choix, ils ont des stratégies des stratégies publicitaires, ils choisissent en fonction du produit et disons, du cycle de vie de l'annonce. Je disais tout à l'heure qu'on avait conclu dans TF1 M6 que les écrans puissants à la télé restaient incontournables. Il reste incontournable pour lancer un produit. Et puis ensuite, évidemment, il faut faire des publicités de rappel sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, tout ça. C'est pas mon métier. Il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais il y a une combinaison d'instruments, certains sur la télévision, d'autres sur les réseaux sociaux. C'est un métier et je ne crois pas qu'il faille leur dire comment le faire. Je pense qu'ils savent très bien comment faire ce métier et quels sont les écrans ou les médias qui sont utiles à un moment donné pour un tel ou tel type de promotion. En revanche, et ça nous renvoie aux discussions précédentes, je pense qu'il faut être très vigilant à la manière dont les revenus de ces publicités sont captés par les plateformes. Et d'une certaine manière, l'historique des 10 dernières années d'intervention de l'autorité de la concurrence dans ce secteur, ça a été pour rééquilibrer le pouvoir de négociation vis-à-vis redonner du pouvoir de négociation aux utilisateurs des plateformes, que ce soit les annonceurs ou les intermédiaires de la publicité en ligne, de la tech, dans un contexte où ces acteurs ont un pouvoir économique, où les plateformes, je pense en particulier à Google et à Meta, ont un pouvoir économique tel que le pouvoir de négociation est très déséquilibré. Donc la question pour moi, c'est pas tellement est-ce qu'il faut intervenir au niveau des annonceurs ou au niveau des plateformes. Je pense qu'il faut intervenir au niveau des plateformes. Je pense qu'il y a un risque fort, et il demeure un risque fort de déséquilibre et de captation excessive de valeur par les plateformes dans le domaine publicitaire. Les décisions de l'autorité, des autres autorités européennes, de la Commission ont aidé dans une certaine mesure à rééquilibrer à différents niveaux de la chaîne de valeur. À titre d'exemple, nous avons pris en mai 2023 une décision de mesure conservatoire contre Meta dans le domaine de la vérification publicitaire, pour imposer à Meta d'avoir un système ouvert et non discriminant pour permettre la vérification des annonces
Et c'était sur saisine d'un acteur français qui est Adoux. Donc les engagements ont été, les mesures conservatoires ont été acceptées par Meta, qui n'a pas fait appel. Maintenant, elles sont en œuvre, et puis on va juger au fond ultérieurement. C'est un exemple qui montre qu'on intervient à différents niveaux de la chaîne de valeur publicitaire, mais toujours contre les plateformes et pour rééquilibrer le pouvoir de négociation. Et la grande question pour moi, c'est est-ce que cette méthode qui consiste à utiliser le droit de la concurrence pour intervenir de manière ponctuelle sur des pratiques déterminées, ponctuelles, d'une plateforme donnée, parce que c'est comme ça que le droit de la concurrence opère. On opère contre un acteur en particulier et sur une certaine pratique. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut des mesures plus structurelles pour rééquilibrer le marché de la publicité en ligne? Je pense que la question des quelques années qui viennent, ça va être celle-là. Le DMA, donc le règlement sur les marchés numériques, peut aider également à rééquilibrer certains aspects, puisqu'il y a des mesures qui vont s'appliquer, notamment aux moteurs de recherche, qui peuvent aider, qui peuvent aller dans la bonne direction. Donc, il faut peut-être se donner quelques mois pour savoir si le DMA ajouté au droit de la concurrence traditionnelle est suffisant pour rééquilibrer ce pouvoir de négociation. Si la réponse est négative, il faut peut-être envisager des mesures plus structurelles ou des régulations sectorielles dans le domaine de la publicité en ligne. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'accélération technologique, je pense à l'ère post-cookie, par exemple, qui va être encore un choc sur les marchés du digital, vont encore favoriser les GAFA. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, bien sûr, la fin des cookies est un facteur d'accélération, tout à fait. Et dans ce domaine particulier, c'est vrai que l'action des CNIL, qui sont leurs équivalents, qui ont plutôt lutté contre les cookies dans un objectif de protection des données personnelles des consommateurs, etc., n'a pas du tout pris en compte l'impact concurrentiel que cette limitation de l'usage des cookies pouvait avoir en faveur des univers dits logués, par exemple. Alors, c'est en train de changer, c'est-à-dire que nous avons un dialogue très étroit avec la CNIL sur ces questions. On a organisé d'ailleurs une conférence en décembre sur ces questions avec des interventions de Jean-Noël Barrot sous l'angle politique et de Jean Tirole sous l'angle économique. Et dont la conclusion a été une déclaration commune entre l'autorité de la concurrence et la CNIL qui donne les éléments d'une méthode de travail dans ces domaines-là. Et pour la résumer, la déclaration fait plusieurs pages, mais pour la résumer en une phrase, chacun a son mandat. On a des mandats différents, mais la CNIL comprend que elle doit veiller à ce que le RGPD soit mis en œuvre par les grandes plateformes de la manière qui est la plus favorable possible à la concurrence. Et de même, nous faisons respecter le droit de la concurrence par les grandes plateformes, et nous devons faire de la manière qui va le mieux respecter le RGPD. Donc chacun doit aller vers l'autre. Et je pense que c'est un engagement fort de l'autorité de la concurrence et de la CNIL, qui veut dire en particulier que, là je ne parle pas pour la CNIL, mais je parle pour l'autorité de la concurrence, qu'on ne peut pas laisser les grandes plateformes décider toutes seules de la manière dont elles vont mettre en œuvre le RGPD dans ces différents domaines, parce que certaines pourraient en profiter pour abuser de leur pouvoir de marché et pour créer des distorsions concurrentielles. Et donc, il faut aussi introduire un manque de concurrence dans cette discussion, mais ça, la CNIL en est d'accord. Peut-il poser une question à distance? En l'absence de questions pour l'instant, je poursuis sur le terrain sur lequel je m'étais aventuré tout à l'heure. Vous avez parlé de méthodes pour établir le pouvoir de négociation, notamment des éditeurs. Sont évidemment très pertinents sur le sujet, mais on est quand même encore dans une grande asymétrie en termes de pouvoir de négociation. Au moment où l'INACAN était nommée aux États-Unis, un mot qu'on utilisait, dont on pensait qu'elle l'utiliserait, qui était le démantèlement. Est-ce que, de votre point de vue, face à des acteurs qui sont dans des positions à l'évidence dominantes, alors sur certains marchés, du point de vue économique, la publicité dont on parlait, mais qui sont en position dominante sur je sais pas, les flux vidéo pour YouTube, sur la recherche pour Google, etc. Est-ce que cette logique
du démantèlement vous semble être une logique qu'il faut garder ouverte pour l'avenir, et si oui, comment s'aventurer sur ce chemin? Il faut la garder ouverte, avec peut-être une nuance qui est que c'est une logique qui peut s'exercer à deux niveaux, en amont et en aval et en amont. Et quand je dis en amont, c'est au moment des concentrations. Je pense que il y a maintenant un consensus entre les autorités de concurrence, y compris entre l'Europe et les États-Unis, sur le fait qu'il faut être plus vigilant que par le passé au moment des opérations de concentration sur la constitution de ces pouvoirs de marché ou de ces conditions ou de ces positions dominantes, et ne pas hésiter à imposer aux entreprises des remèdes structurels, donc sous forme de cession d'activité. Et aussi le sentiment que les remèdes dits comportementaux, c'est-à-dire les Chinese Wall, les engagements à faire ceci, à faire cela, n'ont pas toujours été formidablement efficaces. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, on va continuer à le faire, mais quand le sujet est, disons, simplement et brutalement le pouvoir de marché sur un marché donné, souvent le meilleur remède, c'est tout simplement une cession d'activité. Ou, puisqu'on parle beaucoup ici d'économie numérique et de données, ça peut être également des remèdes liés aux données. On peut aussi imaginer des remèdes qui consisteraient à la séparation des données, l'interdiction d'exploiter certaines données pour de certaines activités, etc. Donc là, il y a une grande convergence de vues entre l'Europe et les États-Unis là-dessus. Ça a été fait d'ailleurs dans l'opération Microsoft Activision. Enfin, c'est quelque chose qui va se développer. Dans le cas a posteriori, c'est-à-dire quand on travaille au contentieux pour lutter contre des pratiques anticoncurrentielles, c'est aussi possible. La réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus difficile parce qu'on est face à des entreprises qui sont organisées d'une certaine manière. Le contrôle des concentrations, il peut être suspensif, c'est-à-dire qu'on peut intervenir avant que les activités soient réunies. Dans le cas du contentieux, on est face à des entreprises il faut défaire des omelettes. Hein, voilà. Plus facile d'éviter de faire une omelette que de défaire une omelette. Voilà. Donc, il faut que ça reste une possibilité. Dans le cas de grands acteurs mondiaux, pour le coup, il faudrait un grand degré de consensus entre les États-Unis et l'Europe. Et j'envisage difficilement que l'Europe le fasse toute seule. Mais on peut imaginer des situations où les États-Unis et l'Europe seraient d'accord pour le faire. Et en tout cas, ça doit rester une menace crédible vis-à-vis de ces acteurs. D'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure la notification de grief qui a été envoyée par la Commission européenne à Google. Elle inclut clairement cette possibilité de démantèlement, enfin, en tout cas certaines activités, comme une piste possible. Et c'est la première fois que la Commission européenne le fait. Et pour prolonger encore, est-ce qu'en matière d'intégration verticale, il y a des interdits à poser? Alors, je suis un béotien, donc je n'utilise peut-être pas le vocabulaire approprié, mais des incompatibilités entre différentes formes d'activité par une même entreprise à poser pour éviter qu'on, on est déjà d'une certaine manière engagé dans cette voie sans le dire totalement, mais qu'on ait des acteurs surpuissants qui font des acquisitions, compris dans les couches dans les couches sur les infrastructures physiques, par exemple les câbles sous-marins, qui ensuite sont des gatekeepers, qui pourquoi pas peuvent faire l'acquisition sont des producteurs d'informations aussi à travers différentes dispositifs d'intelligence artificielle ou autres, et peuvent acquérir pourquoi pas des médias et être en position sur l'ensemble de la chaîne, et donc acquérir des positions dominantes qui peuvent être très dangereuses, et d'autant plus qu'il s'agit d'acteurs auxquels il est difficile d'imposer des obligations de moyens. On verra effectivement quelle sera l'application du DSA. Quid d'éventuelles règles à édicter quand on regarde l'ensemble du paysage pour éviter ce genre d'intégration verticale pouvant avoir des effets attentatoires pour l'information? Alors, le droit de la concurrence ne raisonne pas comme ça. Le droit de la concurrence ne raisonne pas sous forme d'interdiction a priori, mais plutôt en analysant le pouvoir économique que la détention conjointe, par exemple, d'une infrastructure et d'un service de communication ou de médias procurerait, et en voyant si ce pouvoir économique est excessif. Mais on ne raisonne pas sous forme d'interdiction avec santé. Ça, les interdictions, c'est le domaine de la régulation.
Voilà, donc, si on considère, soit pour des raisons de pluralisme, soit pour des raisons de sécurité nationale, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est un autre angle dans cette discussion, que certaines activités sont incompatibles, il faut le dire, et il faut que ce soit dans la régulation. Mais le bon instrument n'est pas le droit de la concurrence dans ce cas. Vous devez partir dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a une rapide dernière question? Alors, si ce n'est pas le cas, on va vous donner ces 2 minutes d'avance. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses à nos questions. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, un grand merci à vous de vous être prêtés à cette seconde édition des états généraux d'information. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup.